revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. On commence par cette enquête qui ne va pas faire plaisir aux chauffeurs de taxi. Et non, d'autant qu'elle est publiée dans leur quotidien préféré, à savoir Le Parisien aujourd'hui en France, alors qu'ils manifestent bruyamment contre une réforme de l'assurance maladie. Le journal nous révèle comment certains d'entre eux fraudent sans vergogne la Sécu. Le mode opératoire est bien rodé, écrit Camille Ducrot. Les chauffeurs de taxi transmettent une fausse facture d'un transport de malade à la sécurité sociale et se font rembourser pour un trajet imaginaire. Ça ne va pas bien loin, pensez-vous. Eh bien, mis bout à bout, il y en a pour des millions d'euros. Le journal nous donne l'exemple de cette chauffeuse de taxi du Var qui, grâce à la combine, s'est acheté 2 appartements, 2 licences de taxi à 400 000 euros pièce et a ouvert une salle de sport. Merci la Sécu. Alors évidemment, ces arnaques seraient des cas d'individus isolés. Cependant, cet article tombe mal alors qu'il conteste la réforme du transport sanitaire. Et alors que la Cour des comptes tire une nouvelle fois la sonnette d'alarme sur l'état calamiteux des finances publiques. On ne pourra pas dire que nous n'avons pas été prévenus. Et non, la nouvelle fait encore les gros titres ce matin. Dette française, la cote d'alerte annonce les Échos. Dépenses sociales, alerte au dérapage incontrôlé, titre Le Figaro Économie. Budget, le spectre de la sanction financière, c'est la manchette de l'Opinion. Mais combien ça fait ? 10 fois ? 20 fois, 100 fois que les Cassandres crient au loup sans être écoutés. Hier, c'était donc la Cour des comptes qui présentait un énième rapport alarmant sur les comptes de la sécurité sociale, dont le déficit est entré dans le rouge écarlate. Mais pourquoi ça serait si grave ? S'interroge ironiquement Marc Vigneault à la une de l'Opinion. Après tout, ça fait des années, voire des décennies que les oiseaux de mauvais augure tirent la sonnette d'alarme sans qu'il ne se passe jamais rien. Alors pourquoi les chauffeurs de taxi et derrière eux, l'ensemble des Français s'en soucieraient ? Pourquoi changer nos habitudes ? Pourquoi ne plus puiser dans les poches de la Sécu comme dans un puits sans fond ? Après tout, l'intendance et le quoi qu'il en coûte suivront. Non, cette fois c'est vraiment grave, prévient solennellement Étienne Lefebvre à la une des Échos. La dérive des finances publiques est hors de contrôle. La dette sociale ne sera plus soutenable si rien n'est fait, et ce, dès l'an prochain. La conclusion, écrit-il, c'est que ce chantier ne pourra être renvoyé au prochain quinquennat et que le gouvernement Bayrou ne pourra pas se contenter de demi-mesures dans le budget 2026. Ouais, on ne pourra pas dire que nous n'avons pas été prévenus. Les chauffeurs de taxi ne sont pas les seuls à défendre leurs intérêts catégoriels. Il y a également les joueurs de tennis. L'affaire, pour le moment, ne fait pas grand bruit. D'ailleurs, ce n'est qu'en page 7 que l'équipe lui consacre un long papier ce matin, mais elle est potentiellement explosive. Parce que les meilleurs joueurs de tennis menacent désormais de boycotter les tournois du Grand Chelem en général, et Roland-Garros en particulier. Tiens. Pourquoi ? Eh bien parce qu'ils estiment que leur part de gâteau n'est pas suffisante. Les 10 meilleurs joueurs du monde l'ont redit la semaine dernière aux organisateurs des principaux tournois mondiaux. Certes, les dotations ont beaucoup augmenté ces dernières années, mais beaucoup moins vite que les bénéfices enregistrés par ces tournois majeurs. À titre d'exemple, Roland-Garros réalise un chiffre d'affaires de 340 millions d'euros et ne redistribue que 56 millions aux joueurs. Bon, cela reste des sommes confortables. Un seul chiffre pour vous en convaincre. Vous participez à Roland-Garros cette année, vous perdez votre premier match. Pas de chance, vous êtes éliminé, mais vous repartez avec un chèque de 78 000 euros TTC. Parfois donc, on doit pouvoir perdre avec le sourire. Alors le sourire, en revanche, ça n'est pas ce qui caractérise l'automobiliste français. Abruti, crétin, cocu, andouille. Attendez là, c'est ça les Français. Rami Jacob, Gérard Houry, 1973. Eh bien, 42 ans plus tard, les choses n'ont pas vraiment changé au pays de Louis de Funès, de Montaigne et rue de la Boétie. À en croire Le Parisien, les Français seraient même les champions d'Europe des insultes en voiture. 63% des automobilistes, je ne pense pas que vous en fassiez partie, Dimitri, reconnaissent injurier les autres. Plus de la moitié klaxonnent ceux qui les énervent et 30% assurent coller le véhicule d'un conducteur qui les agace. Bertrand Métayer, qui signe ce papier, a ainsi rencontré Émilien, qui se reconnaît dans tous ses mauvais gestes. Ma femme ne veut plus monter avec moi en voiture. Un jour, elle est même sortie à un feu rouge. Cela m'a fait réfléchir, mais je reste très tendu quand je conduis. Alors, pourquoi tant de haine ? Un psychologue répond au journal. Une première explication est l'anonymat. On insulte plus facilement dans sa voiture parce que personne ne vous entend. On se permet des choses que l'on ne ferait pas sur le trottoir. Et puis évidemment, il y a l'effet embouteillage. La congestion du trafic crée la frustration, puis l'agressivité. C'est donc la faute d'Anne Hidalgo. Allez,
Pour ne pas rester là-dessus et pour vous calmer, ne manquez pas la remarquable interview de Marcel Gauchet dans le Figaro. Ce penseur majeur de la démocratie s'inquiète de la prétention actuelle de substituer l'état de droit à la volonté populaire. Bref, de préférer le pouvoir des juges à celui des Français. Le peuple peut se tromper, bien sûr, explique-t-il, mais nous n'avons pas d'autre arbitre, rappelle Gauchet. Et puis on va terminer par un cri d'alarme, ou en tout cas de tristesse. C'est encore dans le Figaro que vous lirez ça. Et c'est d'actualité parce que la fin mai correspond au début de la période des festivals de jazz. Good evening, everybody. Thank you all for coming out. How are you? Et malheureusement, force est de constater qu'il n'y a plus de superstars américaines au programme. En tout cas, elles se font rares. Or, la France est le pays qui, au lendemain de la guerre, a inventé les festivals de jazz, rappelle Olivier Nuc. Les plus grands sont produits à Juan-les-Pins, Marcillac, Vienne ou Coutances sous les pommiers. Mais c'est fini, trop cher. Aujourd'hui, lorsqu'on échange avec des agents américains, on a l'impression de parler avec des banques, explique un des organisateurs français. C'est un peu triste, mais c'est quand même l'occasion de terminer cette chronique avec Didi Bridgewater. This is new. I was merely existing. This is new. It's new and I'm living at last. La Didier Bridgewater sur Europe 1 pour conclure la revue de presse d'Olivier Delagarde. C'est trop cher les artistes américains, vous dites, hein. Scandaleux, c'est incroyable. Et voilà. Encore Comme les joueurs de tennis. Oui. Non, mais les joueurs de tennis, c'est fondé quand même. Hein. Vous avez vu les chiffres peut-être cette semaine dans les Échos. C'est 17% du gâteau mondial du tennis que les joueurs perçoivent. C'est 50% pour les joueurs de la NBA quand même. Hein. Donc il y a des progrès qui peuvent être faits, disons-nous, dans le monde du tennis. Et chez les golfeurs, c'est encore plus. Voilà, effectivement. Merci beaucoup, Olivier Delagarde.